Bonjour Aurore Berger. Bonjour. Le climat de violence dans le pays, entre l'histoire de la démission du maire de Saint-Brévin et puis l'interdiction également de la conférence à la Sorbonne aujourd'hui d'une chercheuse, auteure d'une enquête sur les frères musulmans. On en a parlé tout à l'heure avec Éric Nolot. Nous allons l'évoquer aussi, comme la promesse d'emploi à Dunkerque. La France, est-ce qu'elle est capable de se réindustrialiser, comme l'annonce Emmanuel Macron? Et puis réforme des retraites, projet immigration, quelques-uns des sujets donc encore à la une. Commençons donc par Parlez-moi autour de la démission du maire de Saint-Brévin qui jette l'éponge après des menaces et attaques liées donc au projet d'installation et d'agrandissement d'un centre d'accueil de migrants sur sa commune. Il va être reçu par Elisabeth Borne la semaine prochaine, mais jusqu'à présent, est-ce qu'il n'a pas manqué quand même de soutien de la part de l'État, du gouvernement? Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que ce qui se passe devrait tous nous alerter sur la manière avec laquelle nos élus doivent être considérés, au premier rang desquels nos maires, qui sont en première ligne, en vérité, dans la République, face et avec nos concitoyens. Parfois les deux, parfois avec, quand on développe des projets, puis parfois face, quand on fait face à des groupuscules en l'espèce d'extrême droite qui ont, manifestation après manifestation, fait monter un climat d'angoisse, d'inquiétude, de tension, avec des gens qui étaient extérieurs d'abord à la commune et qui sont venus manifester. Même si ça a été condamné par le Rassemblement National, condamne par exemple. Peut-être, mais ils se sont pas levés quand on a rendu un hommage appuyé à Yannick Morez. Ils ne se sont pas levés au sein de l'Assemblée nationale pour l'applaudir et ils ont participé, certains de leurs représentants ont participé à certaines de leurs manifestations. On retrouve des écrits d'ailleurs d'un certain nombre de responsables du Rassemblement national. Oui, mais on peut s'opposer à un projet sur une commune. Après, c'est autre chose. La question, c'est pas juste est-ce qu'on s'oppose ou pas. Évidemment qu'on peut s'opposer dans une démocratie à un projet ou qu'on peut soutenir un projet. Encore heureux. La question, c'est comment on le fait, quel climat on instaure. Et le climat qui est instauré, qui est un climat de pression qui est mise, de manifestations régulières, puis ensuite qui monte sur non seulement de la menace, des invectives, de l'intimidation, mais jusqu'à une tentative, puisqu'à un moment, c'est quand même son domicile privé qui a été incendié un soir où il était chez lui avec son épouse. Donc on imagine quand même que le pire aurait pu arriver. Il faut que ça serve d'alerte très forte pour l'ensemble de nos concitoyens, pour considérer qu'encore une fois, pour plusieurs choses. Un, pour condamner évidemment de manière très claire et sans ambiguïté ce qui s'est passé à l'encontre de ce maire, cet élu de la République. Deux, pour dire que ces projets doivent pouvoir exister dans notre République, d'accueil de celles et ceux qui sont des demandeurs d'asile et qui donc doivent pouvoir voir leurs demandes tout simplement être respectées, être étudiées et donc être accueillis partout dans la République, dans le respect évidemment des valeurs qui sont les nôtres. Et oui, c'est ça. C'est ça notre enjeu. Mais c'est fondamental aussi qu'on puisse avoir des territoires qui les accueillent. Et en l'espèce, la commune était volontaire et la majorité de la population sur place était volontaire pour que cet accueil soit possible. Et puis aussi, moi je le redis, il faut considérer que la première menace, la première intimidation à l'encontre d'un élu de la République est absolument inacceptable en démocratie. Alors quelle réponse pourrait être apportée justement par le gouvernement, la majorité? Est-ce qu'il faut durcir les sanctions? Est-ce que vous l'avez déjà évoqué à quelques reprises? Mais aujourd'hui, face à ça, les sanctions en vérité elles existent. Elles existent évidemment d'autant plus dans le cas où là il y a une enquête criminelle qui a été ouverte. La question c'est pas juste de renforcer à mon avis des sanctions, parce que j'ai envie de vous dire, sur ce sujet comme sur d'autres, on peut toujours se faire plaisir presque en aggravant l'échelle des peines. Sauf qu'à la fin, et malheureusement je sais de quoi je parle et les élus savent de quoi ils parlent, quand vous recevez au quotidien sur les réseaux sociaux des menaces, des intimidations, quand vous avez des appels anonymes, quand vous recevez des lettres de menaces à l'encontre de votre propre famille, de vos propres enfants, quand vous avez des gens qui viennent manifester dans votre jardin, c'est-à-dire au sein de votre domicile privé, il faudrait déjà qu'il y ait une condamnation claire, une condamnation unanime. Et en vérité, c'est pas le cas, parce qu'on se dit finalement, il faut s'habituer à ce climat. Non. Est-ce que d'ailleurs, est-ce que ce ne sont pas les politiques qui eux-mêmes s'habituent à ce climat? Il y a de la violence politique. Vous l'avez dénoncé vous-même, de la violence dans les mots, dans le discours politique, quoi. Il y a deux choses. Il y a parfois, malheureusement d'ailleurs, une forme d'habitude à ça, et on ne doit pas prendre l'habitude d'être menacé, d'être intimidé, parce que ça reste absolument intolérable. Et régulièrement d'ailleurs, évidemment, on porte plainte face aux menaces qu'on reçoit. Ça, c'est le premier point. Il ne faut pas que les Français non plus s'y habituent et considèrent que c'est normal. C'est pas parce qu'on partage pas les mêmes idées qu'on a le droit, encore une fois, d'intimider ou de menacer, parce que ça peut avoir des conséquences directes, concrètes, voire extrêmement brutales. Et puis il y a les élus eux-mêmes qui parfois encouragent à cette violence et à ce climat de violence. Vous visez qui, LFI? En tout cas, à l'Assemblée nationale,
c'est vrai que celles et ceux qui font régner le climat, qui est le climat le plus éruptif, le plus violent au sein de notre hémicycle, de facto c'est l'extrême gauche, qui deviennent, grâce à ça, un formidable marchepied pour l'extrême droite. Parce que l'extrême droite a juste à se taire au sein de l'hémicycle pour devenir ou apparaître en tout cas comme respectable. Au passage, Jean-Luc Mélenchon, selon Politis, est également la cible de projets terroristes liés à l'extrême droite. Vous lui apportez son soutien? Moi, j'apporte mon soutien à l'ensemble des élus de la République parce que je crois que c'est extrêmement important là-dessus de ne pas avoir de double discours. Moi, je ne soutiens pas que les élus qui seraient de mon parti politique et qui subiraient des menaces. C'est tous les élus de la République qui doivent se sentir libres à partir du moment où, évidemment, ils s'expriment dans un cadre qui est un cadre légal et démocratique. Encore un mot sur ce climat de violence et de menaces. Il y a des menaces aussi concernant la chercheuse Florence Bergeau-Baclair, auteure d'une enquête sur les frères musulmans, qui a dû annuler aujourd'hui sa conférence à la Sorbonne. Gérald Darmanin devrait la recevoir, c'est ce qu'il a annoncé. Est-ce qu'il y a un danger pour la liberté d'expression sur certains sujets qu'on ne pourrait plus évoquer aujourd'hui, Aurore Berger? Je crois qu'il faut d'autant plus en vérité les évoquer que certains veulent empêcher que cette parole existe. Et ça a été malheureusement le drame absolu de l'assassinat et de la décapitation d'un enseignant. Et à partir du décès, de la décapitation, encore une fois, et je redis ce mot parce qu'il aurait dû tous suffisamment nous marquer, de Samuel Paty, uniquement parce qu'il faisait cours pour permettre à nos enfants de devenir des citoyens éclairés et qu'ils doivent pouvoir le faire en toute liberté. Il ne faut pas que cet assassinat, cette décapitation ait comme conséquence que des enseignants n'osent plus enseigner, que des enseignants se disent ce qui est arrivé pourrait un jour se reproduire à mon encontre, et donc je préfère ne pas aborder des thèmes qui pourraient déranger certains, qui pourraient offenser, puisque c'est un mot à la mode. On n'a pas à offenser quand on porte tout simplement les valeurs de la République ou les Lumières françaises, et je crois que ça c'est extrêmement important. Et vous la soutenez, Florence Bergeau, tout mon soutien à cette universitaire, encore une fois. Il est intolérable qu'on refuse d'avoir une parole qui serait une parole différente et qui est une parole importante sur ces sujets. Vous avez évoqué Samuel Paty. 2 ans et demi après, le journal Le Parisien s'interroge ce matin. Pourquoi le collège ne porte toujours pas son nom? Les autorités n'arrivent pas à se décider. C'est la peur, quoi, qui est là. Ça, il faut demander. Votre avis, c'est les départements, c'est les départements qui décident sur les collèges. Moi, je pense qu'il faut. La politique, c'est aussi affaire de symboles. Et ce symbole-là, il est extrêmement puissant et fort. Alors, je peux comprendre peut-être que les enfants, les élèves, les enseignants n'aient pas envie chaque jour qui passe d'être raccrochés à cette histoire, mais c'est une histoire, je crois, qui nous dépasse tous un peu et qui a suffisamment marqué notre pays et qui doit marquer notre pays suffisamment pour qu'il laisse durablement son empreinte. Et je crois que ce serait important symboliquement, évidemment, que des collèges ailleurs d'ailleurs, dans d'autres départements évidemment, des écoles, des lycées, il y a eu quelques prennent évidemment le nom de Samuel Paty en hommage au travail de nos enseignants et encore une fois à cette mission fondamentale qui est de faire de nos enfants des citoyens. Aurore Berger, Emmanuel Macron est aujourd'hui à Dunkerque. Il ne parle que de réindustrialisation. On sent bien qu'au gouvernement, on veut montrer qu'il y a de l'optimisme, on veut tourner la page des retraites, sauf qu'elle n'est pas tournée, on verra ça dans un instant. Est-ce que la réindustrialisation est vraiment possible en France ? Déjà, elle fonctionne depuis 2017. C'est-à-dire que, vous savez, quand même, pendant 10 ans ou 15 ans, on a vécu sur cette fable qu'il fallait plus d'industrie dans notre pays. Qu'on allait passer... ça a été une réalité. Mais parce que certains ont voulu faire croire aux Français qu'en fait, on pouvait se passer des industries. D'autres ont voulu faire croire qu'on pouvait se passer de nos agriculteurs. Et puis, tout d'un coup, il y a eu ce mot de souveraineté. Et dans la souveraineté, on se dit, en fait, avoir des agriculteurs qui font qu'on ne dépend de personne pour notre souveraineté alimentaire, avoir des industries qui font que sur des enjeux stratégiques, la production, elle se passe en France et qu'elle crée de l'emploi en France, à nouveau, c'est à la mode et tant mieux. Et non seulement c'est à la mode, mais surtout ça a des effets. On a 1,7 million d'emplois qui ont été créés depuis 2017 et Dunkerque, c'est un formidable exemple. Dunkerque, en 20 ans, c'est 6 000 emplois qui avaient été détruits. Avec ce type de projet extrêmement innovant et industriel, c'est 16 000 emplois qui vont se recréer en 10 ans. Donc ça veut dire qu'on crée à Dunkerque plus d'emplois industriels que d'emplois qui ont été détruits. Donc ça veut dire que sur des villes qui étaient en déprise, on arrive à ce que ça puisse fonctionner. Sauf qu'il n'y a pas une souveraineté totale, puisque s'il n'y avait pas les Taïwanais qui investissaient, on n'aurait pas... Donc en France, on n'y arrive plus quand même. La souveraineté, c'est quoi? C'est de faire en sorte que ces productions, elles soient relocalisées en France. Et tant mieux si on attire des investissements étrangers. Oui, mais vous avez vu dans bien souvent des cas Dunlop et d'autres où ce sont des investisseurs étrangers qui viennent et puis quand ils ont envie de fermer boutique, ils ferment boutique et ils repartent. Pourquoi aujourd'hui ils ont envie de revenir
revenir? C'est ça que la question qu'il faut se poser. Ils ont envie de revenir parce qu'on a changé les choses sur le marché du travail. Ils ont envie de revenir parce qu'on a changé la donne en matière fiscale. Ils ont envie de revenir parce qu'ils se disent en France, il y a enfin un climat où on n'a pas honte de nos entreprises, on n'a pas honte de ceux qui prennent des risques et qui investissent. Au contraire, on les encourage. Pour la 4e année de suite, la France est le pays le plus attractif d'Europe pour les investissements étrangers. Donc ça veut dire qu'à nouveau, on est en haut du podium et qu'on est même à la première marche. Je pense que c'est bien aussi de souffler cet esprit d'optimisme et qu'il y a des effets concrets parce que ça veut dire des millions de familles qui sont peut-être sorties du chômage grâce aussi à cette réindustrialisation et des impacts aussi très concrets sur nos villes, sur l'aménagement du territoire, sur la manière avec laquelle on considère certains territoires. Donc moi, je pense que c'est bien aussi, pas juste pour tourner la page d'autres sujets, mais surtout parce que je pense que insuffler de l'optimisme dans notre pays, c'est une nécessité absolue. Oui, parce que le pays est fatigué. C'est ce que disait François Ruffin, les gens sont épuisés. Il était hier au micro de Jean-Jacques Bourdin. Surtout il nous disait, s'il le dit à longueur de journée, c'est certain que ça va pas aider à avoir un climat optimiste. Un mot sur les retraites. La page n'est pas complètement tournée. Il va y avoir la proposition de loi du groupe Lyotte pour abroger la réforme des retraites. Bertrand Pancher a été invité à ce micro mercredi. Il dit « Je ne voudrais pas que le gouvernement et la majorité fassent obstruction à l'étude de ce texte ». Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre ce matin, Aurore Berger, puisque vous êtes la présidente du groupe Renaissance? Il y a beaucoup de choses évidemment à en dire. Déjà, cette proposition de loi, elle est un mensonge aux Français de manière éhontée. Un mensonge, déjà parce qu'elle coûte 15 milliards d'euros et que personne ne dit comment ce serait financé. Donc il faut dire la couleur aux Français. Est-ce que ces 15 milliards d'euros, c'est de l'impôt en plus, c'est de la dette en plus, c'est de l'argent qui est pris sur nos services publics et qui ne sera pas investi? Moi, je veux qu'on nous dise concrètement comment c'est financé, parce que je crois que c'est la condition pour être crédible. C'est ce qu'il dit, une grande conférence sociale et on va tout mettre sur la table. C'est facile. Mais quand on vote une proposition de loi, quand on vote un projet de loi, on dit quand même avec quel argent des Français on le finance. Bon, mais est-ce que vous allez faire obstruction à ce texte? Ensuite, l'obstruction, elle est jamais venue de notre côté pendant la réforme des retraites. Pendant 15 jours, jour et nuit, notre groupe, la majorité, on a été au rendez-vous, on a été présents, on n'a jamais fait obstruction, on a été les premiers à dire qu'au contraire, on souhaitait moins d'amendements, pas pour avoir moins de débats, mais pour pouvoir voter. Après, la stratégie qui sera la nôtre, contrairement, moi, à LFI et Mélenchon, je décide pas seule. Et donc, on en discutera avec l'ensemble, les 250 députés de la majorité, Renaissance, Modem, Horizon, mardi prochain. Et c'est ensemble qu'on prendra une décision. Mais je pense qu'il faut quand même rappeler aux Français que même si cette proposition de loi était adoptée, ils savent pertinemment en vérité qu'il n'y a pas de majorité au Sénat notamment pour la voter et donc elle n'entrera pas. Non, parce que le Sénat s'est clairement exprimé déjà, il a voté la réforme des retraites. Mais vous, à titre personnel, en tant que présidente aussi du groupe Renaissance, moi, vous êtes favorable pour qu'il n'y ait pas d'obstruction? À titre personnel, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas mentir aux Français, il ne faut pas chercher à arnaquer les Français avec cette proposition de loi, qui est en plus portée par un groupe politique, Lyotte, qui est composé de gens qui, de tout temps, avaient défendu les réformes des retraites, avaient défendu de la rigueur sur les comptes publics, avaient même défendu une politique d'austérité. Donc ils vont à rebours de ce qu'ils ont toujours défendu, parce qu'ils se disent que la nouvelle donne politique à l'Assemblée peut leur permettre d'exister un peu. Bon, vous n'avez pas répondu directement à ma question. Parce donc... on en discutera vraiment collectivement et collégialement. Et vous êtes quand même favorable? Moi, ce que je dis par contre, c'est que j'assume la réforme qu'on a portée, parce qu'elle était absolument nécessaire et il était nécessaire de le faire d'un point de vue budgétaire pour sauver le système de retraite, pour sauver le modèle social, pour faire en sorte que nos retraités, ceux qui nous écoutent ce matin, aient leur pension de retraite qui soit payée et qui soit revalorisé. C'est ce qu'on Dernière question, Aurore Berger. Il y a ensuite le projet de loi Asile-Immigration qui va venir donc cet été. A priori, c'est sûr, parce que Elisabeth Borne avait dit que c'était reporté. Là, il va être maintenu. On a un mois de concertation pour démontrer qu'on peut avoir une majorité sur ce texte. Et moi, je dis très clairement, et à la gauche et à la droite, venez vous expliquer devant les Français si vous n'êtes pas d'accord. Venez dire à votre micro ce matin que il faut pas expulser plus rapidement ceux qui enfreignent nos valeurs et qui enfreignent les lois de la République. Venez dire aussi devant les Français qu'on ne souhaite pas régulariser celles et ceux qui travaillent et qui permettent aussi à notre pays. Mais est-ce que ce sera le bon timing de le faire là juste avant les vacances au mois de juillet? Dans tous les cas, non. La concertation elle a lieu aujourd'hui. Le projet de loi, pour des raisons tout simplement de temps parlementaire, il ne peut exister qu'à l'automne. Donc de toute façon, on a du temps. Mais moi, je pense qu'il faut mettre en responsabilité tout le monde. Donc que droite et gauche nous expliquent en quoi
il ferait mieux, ce qui ne s'est pas franchement démontré, en quoi il ferait différemment et pourquoi ce projet de loi ne serait pas nécessaire. Y compris entre droite et gauche au sein de la majorité, parce qu'on sait qu'il y a des gens issus de la droite et de la gauche, et que tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde. Sur ce sujet-là, oui, on est sur la même longueur d'onde, parce que le projet, il est volontairement radical sur les deux côtés, et sur le fait d'expulser celles et ceux qui enfreignent les lois de la République d'une part, et sur le fait de régulariser ceux qui sont là par leur travail, par leur mérite. Je crois que c'est ça qu'on doit dire avec clarté. Et je crois que là-dessus, les Français, ils s'y tromperont pas. Et ils seront en soutien du projet de loi. Et ils verront les postures de celles et ceux qui, tout d'un coup, par petit opportunisme politique, ne voudraient pas soutenir ce texte. Merci Aurore Berger, présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, qui était l'invitée ce matin de Sud Radio.